C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire organisé en collaboration avec l'INExpert et Boulangerie Cette Méthode, présentant la maintenance comme un allié plutôt qu'un fardeau. Cette pratique qui quelquefois peut être négligée doit en fait occuper un rôle essentiel au sein des entreprises. L'optimisation de la gestion-maintenance entraîne des économies intéressantes, autant en temps, en argent et en gestion de conflits. Juste avant de vous présenter messieurs Beauséjour et Perrault, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement. C'est très simple, nous allons fonctionner sous une forme entrevue questions-réponses. Le webinaire sera d'une durée approximative d'1 heure. À la fin, il y aura une période de questions de 10 à 15 minutes. Je vous invite à les écrire dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête et j'en sélectionnerai quelques-unes qui seront posées à nos conférenciers. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Guy Beauséjour, conseiller senior chez l'INExpert Service Conseil et Coaching. Celui-ci détient plus de 37 années d'expérience, dont plus de 33 ans, à diverses positions de leadership dans les opérations manufacturières et autres secteurs connexes. Parmi son expertise, notons directeur des opérations dans l'industrie de la fabrication électrique et électronique, des équipements aéronautiques et lourds. À l'aube d'une pré-retraite, il prend le virage vers la consultation. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Stéphane Perrault, vice-président aux opérations chez Boulangerie Cette Méthode. Celui-ci occupe le poste de VP aux opérations depuis 2007. Il cumule 26 années d'expérience à la Boulangerie Cette Méthode. La Boulangerie Cette Méthode est récipiendaire de nombreux prix, dont le prix de 50 entreprises les mieux gérées au Canada pour 4 années consécutives. Nous sommes bien heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première question est dédiée à M. Beauséjour. Quels sont les éléments d'excellence en gestion des actifs? Voilà, bonjour tout le monde. Dans un premier temps, bon, écoutez, gestion des actifs, 3 éléments importants, je pense, si on prend une approche intégrée dans une planification stratégique, on va parler de gestion des équipements. Tous les éléments d'établir une maintenance préventive, la disponibilité des équipements, le taux de rendement global, le soin des équipements, l'identification de la fiabilité, les processus qui se rattachent, tout ce genre de choses-là. On parle aussi de la gestion des ressources humaines, évidemment, santé et sécurité. Dans la maintenance, on va utiliser un anglicisme, là, il y a beaucoup d'exposure sur les accidents, ces choses-là. Alors, c'est important de mettre ça là. Comprendre aussi son organisation du travail. Quand on parle de rôle et responsabilité, s'assurer qui fait quoi à ce niveau-là. Le suivi de l'exécution des travaux. La formation. C'est important d'avoir de la formation à ce niveau-là. L'autre élément important aussi, c'est la gestion technique. Quand on parle de maintenance conditionnelle, je vais en parler un petit peu plus loin pour ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement. On parle de calibration, les articles de magasin, les pièces de rechange, les réparables, les consommables. Alors, c'est tout ça, une approche intégrée, il y a 3 éléments. Vous prenez une tarte, là, puis c'est réparti de façon égale. On parle d'équipement, on parle de ressources humaines, puis on parle de technique. Souvent, on néglige les ressources humaines, c'est un élément important. C'est ça. Merci. Belle réponse. Les ressources humaines, oui, effectivement, c'est très important. Monsieur Perrault, quels sont les incontournables à optimiser pour une saine gestion de la maintenance? Bonjour à tous. Effectivement, les ressources humaines, oui, il ne faut jamais l'oublier, celle-là. Pour moi, il y en a plusieurs, mais il y en a 3 principalement qui sont incontournables. Il y a les indicateurs clés, les tableaux de bord. C'en est un. Un programme très bien élaboré de maintenance préventive. Puis je dirais le 3e, c'est la rigueur. Je m'explique. Pour les indicateurs clés, je dirais que ça prend des tableaux de bord, ça prend des faits, pas des oui-dire ou pas des. Ça prend vraiment des faits, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire. Ça prend des statistiques. Puis surtout, si tu as tout ça et tu ne fais rien avec ça, bien, ça ne vaut rien. Il faut que tu fasses l'analyse des faits, des statistiques, des tableaux de bord. Le plus important là, des 4, c'est d'analyser les tableaux de bord. Parce que si tu fais juste des tableaux de bord pour en faire, bien, tu les regardes, puis ça ne veut pas dire grand-chose. C'est très important de les analyser et d'en sortir des conclusions puis pour le futur, pour travailler mieux pour la suite. Je parlais pour la maintenance préventive, on pourrait en parler longtemps, mais juste pour dire, Boulangerie Cette Méthode, on avait une personne en maintenance préventive il y a 3 ans. Aujourd'hui,
Pourtant, on n'a pas doublé notre production. On a 3 personnes à temps plein en maintenance préventive. On a fait un grand virage. C'est un énorme succès. Donc, ça coûte beaucoup plus cher en temps, mais disons qu'il y a beaucoup de gains à avoir. Pour ce qui est de la rigueur, c'est un bien grand mot. C'est d'essayer l'équipement. Une des rigueurs qu'il faut avoir, essayer l'équipement après l'avoir réparé par le mécanicien. Surtout sur une réparation qui vient d'être faite. Les mécaniciens, il ne faut pas qu'ils partent tout de suite. Ils restent là pour vérifier la réparation. Si c'est une réparation faite durant la fin de semaine, c'est important de réessayer l'équipement. Dans notre cas à nous, on fait du pain, réessayer, mettre des tôles. Tu ne peux pas toujours essayer l'équipement à pleine échéance, mais de faire des petits tests d'équipement après l'avoir réparé, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle rendre les gens imputables. Et dernière chose, comment les rendre imputables, c'est de leur expliquer les coûts de non-fonctionnement de l'équipement. Si ça a été mal réparé ou mal géré au niveau de la maintenance, combien que ça coûte, leur présenter les coûts que ça a pu apporter, puis les coûts que ça aurait pu éviter à l'entreprise. Je pense que ça sensibilise bien les gens. Merci, M. Perrault. Encore une question pour vous, M. Perrault, suivi de M. Beauséjour. Votre stratégie usine vise-t-elle la prévention des pannes afin de stabiliser vos opérations? Oui, une inspection, c'est évident que normalement, ça doit être les interventions doivent être, disons, priorisées à un taux de plus de 95 La maintenance préventive, que ça y fait à 95 et plus. Puis, lorsqu'il arrive des pannes, je pense que l'élément principal, c'est de faire des enquêtes. Puis, pas faire une enquête pour trouver le coupable parce que tu ne trouveras pas ce qui est arrivé. Il faut que tu fasses une enquête pour régler la prochaine fois. Fait que c'est important dans l'approche, quand tu fais ton enquête, d'expliquer aux gens que tu ne cherches pas les coupables, mais tu cherches d'éviter une prochaine fois. Et puis, ça fait toute la différence entre avoir les faits ou avoir ce qui s'est peut-être passé. C'est excellent pour régler les prochaines pannes, les éviter, en fait. Monsieur Beauséjour, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? En fait, moi, je veux juste être sûr que dans une stratégie, quand il y a une stratégie articulée, là, les pannes significatives doivent être analysées ponctuellement, oui, mais idéalement par une équipe qui combine la maintenance et la production. C'est toujours souhaitable puis voire recommandable que les opérations s'investissent dans la gestion de la prévention des pannes. Ils font partie, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont donneurs d'ordre là-dedans, puis leur implication est essentielle dans la résolution de problèmes. Fait que c'est pas juste pointer le doigt, mais d'en faire partie de la solution. C'est important de les impliquer à ce niveau-là. Pas juste dire il y a une panne, on met la maintenance, puis on laisse les problèmes se régler sans comprendre exactement pourquoi. C'était mon point. Il y a une règle que j'aimerais ajouter, M. Beauséjour, les fameuses 5 pourquoi, pour ceux qui la connaissent. Quand on fait une enquête d'accident ou une enquête sur n'importe quoi, si tu t'arrêtes au premier pourquoi, souvent, tu ne l'as pas, la réponse. Souvent, on dit 5 pourquoi, il faut que tu te rendes au moins à 3, puis il y a 4 pourquoi. Tu n'es pas obligé de te rendre à 5, là. Mais souvent, tu vas avoir la réponse quand tu te rends au 3e, au 4e pourquoi. Encore une fois, pour éviter un bris la fois d'après. Question pour M. Beauséjour. Sommes-nous trop tolérants face aux pannes, aux bris? Trop tolérant. C'est une très, très bonne question. En fait, on est trop tolérant. On ne devrait pas l'être. Mais ça dépend évidemment des organisations. Ça dépend il faut que l'organisation comprenne les pannes, ça représente quoi en termes de coûts au niveau des opérations, en termes de revenus, en termes de tout ça. Mais oui, on est tolérant. Souvent, la tolérance est dans le fait que si les pannes sont répétitives, ça veut dire qu'on n'a pas de système en place pour pouvoir adresser le problème, pour pouvoir adresser, d'avoir une maintenance préventive pour éviter que le problème revienne. Personnellement, tolérant, les pannes arrivent où on devrait avoir de l'intolérance, c'est des pannes répétitives, puis qu'il n'y a pas de résolution de problème. C'est surtout ça, le malaise en maintenance dans certaines entreprises, c'est essentiellement ça. Vraiment, là. Ouais. Merci. Pour vous, M. Perrault, est-ce que la maintenance et l'opération se sont engagés dans une stratégie de travaux planifiés? Très évident. Le mode réactif, c'est à bannir.
tous les travaux de maintenance sont inscrits dans un calendrier, soit hebdomadaire, après ça, il est transformé aussi en quotidien, ou je dirais dire plus l'inverse, quotidien qui est transformé en hebdomadaire, selon le cas. Ce dernier est validé et approuvé toujours par la production. J'appelle ça le demandeur, celui qui demande le travail, le bon de travail. Donc, c'est un travail d'équipe avec la production, puis c'est un travail de planification en tout temps, le plus possible. Merci. Et, comment peut-on optimiser ou abaisser les coûts de maintenance? De bien des façons. Donner des bons outils, pour moi, c'en est un extraordinaire. C'est quoi les bons outils? Ce n'est pas nécessairement le bon marteau ou la bonne drill. Oui, ça va de soi. C'est plutôt donner des aides-mémoires, des photos à l'appui lors d'un bon de travail, des instructions assistées, ça peut être des dessins, des mesures. Et même dans notre cas, nous, ce qu'on fait beaucoup depuis 1 an ou 2 et avec les téléphones, des vidéos. Prendre des vidéos, les regarder en équipe et même des vidéos au ralenti. On regarde la situation. Dans un cas comme nous, une production très rapide en agroalimentaire, c'est très nécessaire. C'est le genre d'outil qu'après ça, que tu donnes le travail à la personne de maintenance, capable de mieux comprendre ton problème puis même peut-être de t'aider à le régler différemment de ce que toi, tu voyais. Donc, ça prend beaucoup disons, de bons outils. L'autre affaire que je dirais, ça prend aussi l'approbation du demandeur. Pour ma part, c'est important de ne pas fermer un bon de travail si le demandeur n'a pas approuvé la job. Je ne parle pas de revisser un boulon s'il était lousse. Je parle évidemment des jobs principaux ou des demandes principales. Il faut qu'ils soient classés. Puis lorsqu'on décide que sur le bon de travail, il doit être approuvé par le demandeur, on coche, puis ils n'ont pas le droit de fermer le bon de travail s'il n'a pas été réapprouvé. Puis ça, c'est un élément très, très, très important qui abaisse les coûts de maintenance, qui évite de recommencer 3-4 fois. C'est le principal pour ma part. Donc, le visuel est très important. Monsieur Beauséjour, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ben moi, je vais rajouter, c'est toujours, évidemment, là, on peut pas penser d'abaisser les coûts de maintenance s'il n'y a pas l'élément de planification. Ça, c'est clair. Ça, c'est les bons de travail. Le planification, le bon de travail donne des bonnes consignes d'exécution. C'est en fait là, les bonnes tactiques là, pour être capable de baisser les coûts de maintenance à ce niveau-là. Puis bien sûr, développer les compétences techniques des mécaniciens. Ne pas hésiter à former nos gens. Ne pas penser, il y a de l'équipement qui rentre, malgré l'héritage technique d'un technicien, là, il y a du nouvel équipement qui arrive. D'avoir le fournisseur être capable d'expliquer puis de donner des formations complémentaires. Je pense que c'est important d'avoir ça aussi. De ne pas prendre pour acquis que parce qu'il est électromécanicien qu'il va être en mesure demain de répondre à une panne importante sans avoir eu une certaine aisance avec l'équipement. Formation définitivement. Monsieur Perrault, des indicateurs significatifs en maintenance, ce serait quoi à mettre en place? Il y en a beaucoup. Je vais en nommer quelques-uns. Pourcentage de travaux planifiés, c'en est un, en nombre d'heures. Ça peut être un pourcentage de travaux préventifs planifiés, un pourcentage de travaux préventifs exécutés, complétés. Et ça peut être les backlogs. Qu'est-ce qu'un backlog? C'est qu'est-ce qui reste en nombre d'heures de travail, un backlog par semaine, un backlog actuel dans le système, etc. Un qui est important aussi, qui fait affaire avec la production beaucoup, c'est le taux de bris, les arrêts de ligne, pourcentage d'arrêts de ligne causés par des bris mécaniques. C'en est un très important. Puis je dirais qu'il y en a un qu'on commence à faire, nous, de notre côté, puis qui n'est pas facile, mais qui est très intéressant. C'est le pourcentage de produits brisés par des équipements non fonctionnels ou qui fonctionnent mal. Souvent, on juge la maintenance par le taux de bris ou le nombre d'arrêts, le nombre d'heures d'arrêt, mais on oublie souvent que tu peux fonctionner pendant 40 heures avec un équipement qui fonctionne mal et qui va faire de la non-qualité ou qui va faire des produits non conformes. Donc, ça, c'est un élément qu'on commence à ajouter. Et puis, on va avoir du fun avec ça, évidemment. Merci. Puis,
Ces indicateurs-là, est-ce que pour les comparer à des pratiques de maintenance habituelles ou on a-tu des référencements à cet égard-là? Pour se comparer avec disons, le reste on dirait le reste des entreprises, c'est pas facile parce que nous autres, dans l'agroalimentaire, on se compare avec qui qu'on peut ou comment on peut aussi. C'est souvent on essaie de se comparer avec des taux de classe mondiale, mais disons qu'on essaie de faire nos comparaisons avec ce qui s'est passé avant puis ce qu'on est maintenant. C'est ça qui est le plus important. Notre évolution, en fait. C'est toujours bon de se comparer à l'externe, oui, mais c'est de voir d'où on part et d'où on s'en va, pour ma part. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ben moi, c'est exactement ça. Il faut juste faire attention. Évidemment, il y a de la littérature disponible là, quand on définit des indicateurs significatifs en maintenance de classe mondiale. Là, il y en a 13 qui sont les plus importants à répertorier, mais il est clair là, que ça vous permet de mesurer les progrès et d'identifier les opportunités d'amélioration. Se comparer avec ce qui est défini comme classe mondiale, c'est un élément correct. C'est une référence. Toutefois, comme première étape, je suggère d'établir le comparable avec votre situation actuelle et la progression. C'est plus encourageant à ce niveau-là, puis de ne pas s'engager a priori dans une croisade avec tous les indicateurs. Apprenez à les maîtriser, établissez une rigueur, une gestion à ce niveau-là, une gouvernance pour actionner correctement les écarts jusqu'à résolution de ceux-ci. J'ai vu des entreprises où ils ont un tableau où il y a des indicatifs, c'est incroyable. Puis tu demandes, tu demandes à l'employé, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement au courant. Puis ça l'engage quoi? Un indicateur, si ça n'engage rien, ça ne vous sert pas. Passez au suivant. Fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention avec ça. Prenez la littérature, regardez les indicateurs qui vous conviennent. Stéphane a parlé de ça, M. Perrault a parlé de ça. C'est à mesure qu'on progresse et qu'on maîtrise certains éléments, on peut en rajouter. Puis ils peuvent être spécifiques aux équipements qui sont installés, les nouveaux équipements ou les équipements qui sont là. Fait que ça, je vous donne une réserve. Sautez pas là-dessus, allez pas chercher la littérature, prendre les 13 indicateurs qui sont reconnus mondialement, puis essayer, comme comparable, première étape, c'est correct, mais apprenez surtout à ce qu'il y ait une conséquence. Un indicateur devrait engager de l'action, devrait engager une résolution. Si ce n'est pas fait, ça ne sert à rien. Merci. Donc, il faut y aller par étapes et utiliser effectivement pas trop d'indicateurs, mais les bons, si je comprends bien. C'est ça. Merci. Pour M. Perrault, on a parlé beaucoup de planification. Pour vous, là, comment vous avez fait ça à Boulangerie, cette méthode? Donc, c'est notre élément de base, la planification, au niveau de la maintenance. On sait que ce soit partout, mais là, on parle de maintenance ici. C'est l'élément de base d'une bonne gestion de maintenance, c'est la planification pour ma part. Il y a beaucoup de choses à planifier. Une maintenance bien organisée, efficace, va réduire ton taux va réduire le correctif à apporter, etc. Exemple, donner des objectifs descriptifs sur le travail. J'en parlais tout à l'heure, des consignes de santé et sécurité, le cadenassage, essayer de tout mettre l'information sur le bon de travail, les étapes d'intervention, le démontage, le montage. Je reviens sur ce que je disais tantôt, des photos, des points de consigne, des mesures, des outillages requis, des pièces, préparer ce que j'appelle, excusez l'anglicisme, le kitting. Avant d'envoyer quelqu'un faire des travaux de maintenance, ça prend certains outils, ça prend certains éléments. Tu les rassembles tout ensemble et la personne ne voyage pas 7-8 fois. Surtout lorsque c'est un bris directement sur la ligne. C'est sûr que tu ne peux pas faire des kittings, mais souvent, il y a des pièces préparées pour certains équipements qui sont pré-préparés. Je peux me permettre l'expression. La personne part avec ça, elle ne revient pas 3 fois à la maintenance parce que ça peut faire mal quand ça arrête longtemps. C'est important aussi de planifier la main-d'œuvre requise pour faire les travaux, avoir de la main-d'œuvre interne, externe. Dans notre cas, on a beaucoup de main-d'œuvre externe. C'est presque la moitié de notre main-d'œuvre de maintenance est externe, spécialisée. C'est important d'avoir une planification de main-d'œuvre externe. Tu ne les appelles pas d'une heure à l'avance puis dire de venir nous aider, c'est sûr qu'ils ne seront pas là. Ça prend des croquis, des dessins, des permis de travaux, la durée des travaux, si je peux me permettre pour terminer.
Il faut que tu essaies de deviner un peu comment ça va prendre de temps, parce que si tu prévois des bons de travail pour 8 personnes, il faut que tu saches un peu comment ça va prendre de temps, sinon tu peux en donner beaucoup trop ou pas assez, c'est pas mieux non plus. Je pourrais en dire beaucoup d'autres. Merci. Ouais, la planification, hein, c'est toujours très important. Monsieur Beauséjour, avez-vous quelque chose à rajouter sur la planification en maintenance? Ben moi, je vais juste clarifier un point sur le rôle du planificateur en maintenance. Je pense on a fait allusion tantôt aux éléments importants, là, la gestion des ressources humaines, d'avoir une bonne description de tâches. C'est important de clarifier, en tout cas, de tirer au clair le rôle d'un planificateur. La première étape consiste à concevoir un processus clair de la gestion des travaux. Je pense que M. Perrault en a parlé, là. Puis une fois que ça s'est établi, voici les actions qui découlent de ça. Maintenant, le rôle, il peut varier selon les organisations, le planificateur, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il ne peut pas avoir plusieurs rôles à la fois. On ne peut pas utiliser un planificateur en maintenance pour combler les autres fonctions en maintenance que les gens n'ont pas le temps de faire. Exemple, on va parler d'agir comme devenir un expéditeur. Travailler ses outils, effectuer des activités cléricales là, qui n'ont aucune valeur ajoutée à ce niveau-là. Pas devenir l'homme à tout faire. Le planificateur, c'est votre élément clé dans la planification, c'est un des éléments en termes de saine gestion de la maintenance. Puis c'est votre pourvoyeur, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui documente adéquatement. Stéphane a parlé de photos, toutes ces personnes-là qui doivent. Fait que essayez pas d'utiliser votre planificateur en maintenance pour combler des trous. Faites une belle description de tâches adéquate, puis donnez-y le rôle à temps plein. Vous allez en bénéficier. C'est sûr que vous allez en bénéficier à ce niveau-là. C'est une mise en garde que je vous donne. Souvent, j'ai vu ça dans des entreprises. Bon, mais le planificateur fait 2-3 fonctions. Mais puis là, on ne comprend pas comment ça se fait que le préventif est mal exécuté. Bien, ça commence là. C'est votre planificateur qui fait le job. Donc, c'est important d'investir effectivement dans une bonne ressource à cet égard-là pour qu'elle soit dédiée à la planification en maintenance. Merci. Et si on parle d'ordonnancement, M. Perrault et M. Beauséjour, est-ce qu'en maintenance, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Pour ma part, l'ordonnancement, c'est extrêmement important aussi parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est dans tous les secteurs, mais là, on parle de maintenance. Les gens aiment faire, ils vont faire ce qu'ils aiment faire. Donc, si tu ordonnances des travails puis tu ne donnes pas des priorités, ben, exemple, dans un shutdown de fin de semaine où il y a 12-15 personnes, dans notre cas, qui travaillent sur la maintenance, si tu donnes d'ouvrage puis les travaux les plus importants, tu ne dis pas c'est lesquels, ne sont pas ordonnancés comme il faut, ben, les personnes vont choisir ceux qui aiment le plus. Ce n'est pas toujours évident pour eux parce que si tu es bien structuré ou encadré, peut-être que tu ne peux pas faire ça, mais il y a toujours des façons de dévier pour les employés. Puis, ça se peut que les jobs les plus importants ne soient pas faits. Donc, c'est important que les jobs les moins importantes soient placés à la fin, très bien ordonnancés. Puis ordonnancés, je me répète, puis je veux que tout le monde le retienne aujourd'hui, ordonnancés avec une personne des opérations. Depuis tantôt que je t'en parle, c'est pas nécessairement avec le VP opération, pas du tout. C'est avec les contremaîtres du secteur en question, le directeur d'usine. Il faut que ce soit fait en équipe avec la production. C'est primordial. L'ordonnancement, autant que la décision de quoi qu'on fait comme travaux aussi. Merci. Donc, c'est ça, la communication avec le département de production, très important. Merci. Monsieur Beauséjour. Oui, juste pour conclure, en fait, c'est l'établissement d'un calendrier pour les activités journalières et hebdomadaires pour que les mécaniciens, le matin, se lèvent le matin, puis ils regardent leur tableau, puis les tâches sont assignées, les affectations sont là, puis ça permet aussi de coordonner. Quand il y a un calendrier, ça permet de coordonner vraiment les travaux. Fait que c'est à peu près tout. Là. Je pense que Stéphane a pas mal bien cerné là, ce que ça devrait être le scheduling. Merci. Monsieur Perrault, est-ce que vous utilisez des techniques afin d'évaluer la santé de vos équipements, de prédire les pannes potentielles et de prendre action en temps opportun pour éviter les pannes, les défaillances? J'imagine que oui, là, mais on veut vous entendre. Oui. Chaque entreprise répondrait sûrement oui, mais pas assez. Ce qu'on fait de notre part, on suit les calendriers d'inspection proposés par les fabricants pour les machineries, entre autres.
beaucoup de machinerie spécialisée. Donc, si le fabricant dit ça prend une inspection, tant de temps, telle inspection, il faut faire, bon, on suit ces calendriers-là. On n'en fait pas moins, on n'en fait pas plus, mais on fait ce qu'ils nous disent de faire. Ça, c'est une chose. On fait aussi des tournées quotidiennes obligatoires avec le fameux faut cocher. Faut cocher lorsqu'on a. On fait beaucoup de tournées quotidiennes obligatoires sur plein d'équipements, des équipements de production, des équipements de. Ça peut être l'air climatisé dans ton entreprise. Ça peut être bien des choses, pas juste un élément de production. On fait des tournées préventives que j'appelle, mais sur semaine, documentées, puis cochées. Moi, j'appelle ça cocher de façon obligatoire. Il y en existe d'autres aussi qu'on fait, des analyses de vibration d'équipement. On utilise cette technique depuis 2-3 ans, très utile. Ça peut prévenir des bris majeurs. Des analyses thermiques des moteurs aussi. Celle-là, on ne l'utilise pas beaucoup, on commence à l'utiliser. Elle est très intéressante, elle est dispendieuse, mais il s'agit d'utiliser dans tes machines, encore une fois, tout est relatif. Les machines les plus importantes, toutes les plus chères ou qui sont les plus importantes dans votre entreprise. C'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce que vous avez encore des bris de façon régulière ou très occasionnelle? On a une nouvelle ligne qui, elle, a des bris plus réguliers puis qu'on commence. Cette nouvelle ligne-là, mais je vous dirais que l'ancienne ligne, c'est très bien comme résultat. C'est excellent. Merci. Monsieur Beauséjour, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien, écoutez, Stéphane parlait tantôt d'analyse vibratoire, d'analyse thermographique, toutes ces choses-là. Je pense que c'est important. Les gens comprennent mal c'est quoi exactement quand on parle de maintenance conditionnelle. C'est exactement ça. Avec l'industrialisation, digitalisation 4.0, ça donne accès à des mesures, des unités de mesure qu'on n'avait pas antérieurement. Puis sont de plus en plus utilisés, puis ça permet de faire des inspections de juste à temps ou en temps réel. Donc, c'est maintenant disponible. Évidemment, c'est dispendieux, hein, comme Stéphane le mentionnait, mais ça permet de prédire, c'est capable au-delà d'une maintenance préventive, c'est un complément. Ça nous permet de voir si le gauge à l'huile me semble, bon, mais la chaleur est pas mal trop élevée, c'est un signal. Avant qu'il y ait un bris majeur, bon, ben là, c'est un indicateur. Fait que, c'est un exemple là, des techniques d'auscultation sophistiquées, là, les analyses vibratoires, les analyses des huiles, thermographie, tout ce genre de choses-là. Alors, c'est disponible aussi. Il faut comprendre que ça va devenir de plus en plus un élément important dans la maintenance préventive. La prochaine question, M. Beauséjour, la maintenance préventive, c'est quoi pour vous? Et M. Perrault aussi, je pense que ça l'intéresse d'en parler également. Écoutez, on en a parlé, là. C'est des activités de prévention, ces équipements. Afin de maximiser la performance de production. Ça veut dire la prévention, c'est d'être capable de faire des vérifications routinières à tous les jours, des inspections documentées, faire les ajustements et des réparations mineures qui vont contrer les pannes, les grosses pannes. C'est capable de faire ça, c'est d'être capable de préventif, c'est d'être capable de planifier des événements où la production va être arrêtée pour faire des éléments, des transformations majeures. C'est important. Puis la participation, encore une fois, des opérateurs, Stéphane en a parlé, c'est primordial aux activités de prévention de bris, de panne. C'est essentiel. C'est important d'avoir ça. Je peux rajouter 2 choses. La maintenance préventive, on l'a appris à nos dépens avec les années. C'est important lorsqu'on fait un bon travail de maintenance préventive, parce que la maintenance préventive, il faut que ça sorte sur bon travail aussi. C'est très important. Il faut que ce soit sur une liste. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut t'expliquer c'est quoi qu'il y a à faire dans la maintenance préventive. Une machine, tu regardes l'usure prématurée d'une chaîne, l'usure du sprocket. Tu peux regarder bien des choses, une courroie. J'irais même jusqu'à dire, c'est encore la bonne vieille méthode d'écouter. Écouter la machine fonctionner. S'il y a un bruit bizarre, c'est encore vrai aujourd'hui. J'imagine que aussi, les travailleurs doivent aussi des fois peut-être vous le dire, hein, j'imagine. Absolument. Et d'ailleurs, c'est souvent le bruit vient, l'opérateur va le dire avant que le gars de maintenance l'entende. Évidemment, oui. Autre chose que moi, je trouve que souvent négligé d'une maintenance préventive, c'est un à côté de la maintenance préventive, mais pour moi, ça en est. Nous, on le fait beaucoup depuis 5 ans parce que on ne peut pas faire produire nos produits ailleurs, puis on était beaucoup à pleine capacité il n'y a pas longtemps. C'est d'avoir des pièces critiques
de spare, des pièces stratégiques de spare, surtout s'ils sont longues à avoir. Nous, c'est une production en continu. On fabrique des produits frais vendus à tous les jours, fabriqués à tous les jours. Donc, on ne peut pas se permettre d'arrêter 3 jours, 4 jours, d'en faire d'avance, d'arrêter. Donc, ça nous a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars additionnels là, en investissement. Mais c'est très payant parce qu'on a fait le tour, ça a pris, je dirais, 6 mois à 1 an, fait le tour de toutes les machines importantes, les pièces importantes, les pièces critiques. Et on en a acheté un spare. Et puis, on le maintient à un bon endroit. Il ne faut pas t'acheter un spare et le mettre dans une vieille grange qui varie de température trop humide. C'est toutes des choses importantes. Avoir des pièces de spare identifiées. Puis, lorsqu'il arrive un événement, tu es super content de l'avoir. Puis, c'est important que si tu arrives à un événement, que tu prends ta pièce, la fameuse histoire du Kanban, c'est le. Faut que tu recommandes. Fait que toujours avoir une pièce stratégique de spare. Pour notre part, en tout cas, dans notre industrie, c'est très important. J'imagine que ça sauve effectivement du temps et de l'argent. Est-ce que vous pouvez me dire le niveau idéal d'intervention en maintenance, M. Beauséjour? Puis je sais que M. Perrault aussi voulait en parler. Oui. Mais ça, c'est trop, c'est comme pas assez. Hein? Le spectre est large là-dessus. On pourrait décider de ne pas en faire. Alors, on opère les équipements jusqu'à la panne, tout simplement, ou au contraire, on se permet de multiples interruptions de production pour effectuer des inspections à l'arrêt. Ici, on est dans la mentalité, on inspecte au cas où ça briserait. Le bon niveau est déterminé par la maximisation des interventions de prévention via la maintenance conditionnelle. C'est l'élément clé. Préventif, faire les inspections. Écoutez, on remplace les pneus lorsqu'ils sont usés, les huiles selon le kilométrage effectué, les fils, des poussiéreurs, toutes ces choses-là quand c'est hors contrôle. La règle devrait se situer en principe là, autour du 30-70. Quand on dit ça, c'est on inspecte 30 du temps, on corrige 60 du temps, puis on intervient en urgence. Si dans vos indicateurs de performance, les urgences sont plus que 10 c'est que quelque part, on a négligé les 2 éléments antérieurs, c'est-à-dire d'être capable de faire nos inspections correctement pour être capable de déceler les bons problèmes. Fait qu'il n'y a pas de... Puis écoutez, ça dépend aussi de les équipements critiques. Lorsqu'ils sont en panne, ça veut dire quoi au niveau de la production? Ça veut dire quoi au niveau des revenus? Ça va déterminer évidemment là, le niveau d'intervention que l'entreprise va décider. Mais il est clair que la règle du 30-70 est impérative à ce niveau-là. Monsieur Perrault, est-ce que c'est ça que vous faites à Boulangerie, cette méthode, cette règle-là, 30-70? Oui, c'est pas mal ça. Je devrais rajouter un point important par contre. C'est que ça va faire drôle ce que je vais dire là, surtout en temps de pandémie comme maintenant. Mais t'as juré que je n'en parlerai pas de pandémie. Là. Alors, ça va être la seule fois. Personne ne va entendre parler de ça aujourd'hui. C'est que lorsque la production diminue ou lorsque tu as une production qui va diminuer, tu as moins de ventes ou en tout cas, il arrive des choses, peu importe, là, ou que tu as une diminution, que tu trouves en plus de l'eau qu'avant, tu as plus de capacité. La dernière place qu'il faut couper, pour ma part, ou une des dernières places, c'est la maintenance. Pourquoi? Parce que c'est là que tu peux profiter de l'arrêt de tes machines pour améliorer la machine, pour qu'elle fasse moins de non-qualité, moins de bris, pour l'améliorer d'une façon ergonomique, pour l'améliorer pour augmenter sa productivité, sa capacité, de se questionner là-dessus. C'est pas de dire je coupe partout, puis après ça, j'essaie de vendre plus, puis après ça, je reviendrai à mes affaires. Moi, je considère que la maintenance, c'est un investissement. Donc, il faut le voir comme un investissement plutôt comme une dépense. Sinon, si on le voit juste comme une dépense, ben, on va faire comme les autres affaires. Si on a moins de ventes ou moins de production ou du temps à gagner, ben, on va couper. On va couper la maintenance, puis c'est une erreur. On l'a déjà fait, cette erreur-là. On essaye de couper ça en dernier maintenant. Ah, ben c'est bien ça. Donc, vous êtes sage à cet égard-là, puis c'est ce qui fait le succès, j'imagine, là, comme on dit, que vous avez moins de bris, puis vous profitez aussi du temps d'arrêt, des fois, qu'on n'a pas le choix de faire, là, comme en ce moment, des fois, là, à certains égards, pour prendre soin de vos équipements. J'avais une autre question, M. Perrault. La mobilisation des ressources est extrêmement importante dans la réalisation des travaux de maintenance. Comment peut-on maximiser les performances des hommes de métier qu'on appelle? Ben, c'est la réponse facile, donner la bonne job à la bonne personne. La compétence technique, il faut qu'elle soit ciblée et tant qu'à moi, il faut faire aussi
Il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Il faut faire du coaching aussi. Si des fois la personne, on a des équipements spécialisés, tout le monde en a souvent dans toutes leurs entreprises respectives. Si on se fie juste à l'externe, mais surtout, c'est loin. Nous autres, on est une région, on est à Saint-Méthode, on est à 3 heures de Montréal, on est à part le trafic, s'il y en a à Montréal. Fait que c'est long voir du monde. Fait qu'on essaie d'avoir des gens qui, quand ils viennent ici, on met quelqu'un avec lui. On fait du parrainage, du shadowing, du coaching, pour que notre personne apprenne la machine, prenne plein de notes, des photos, etc. Puis lorsque le bris revient, ben, on n'a plus besoin de l'externe. Puis en plus, ben, il coûte moins cher. Ah, c'est bon. Ça, c'est une chose. Il faut donner du feedback aussi. C'est important là, lors d'une inspection d'avoir une rétroaction tout le temps entre ce qui a été fait et comment ça a été, la job, comment ça a été fait. Puis c'est très, très, très important. Puis il ne faut pas oublier un élément, la santé-sécurité aussi, très important. Le cadenassage, répéter aux gens d'être prudents. J'imagine, c'est ça aussi, que c'est important aussi d'assurer l'intégrité physique du personnel de maintenance. Très important. Il ne faut pas que je l'oublie, oui. OK. Oui. Ben, en fait, surtout comme je dirais même qu'il n'y a pas de compromis là-dessus. Le cadenassage, c'est redevenu, nous, la chose la plus importante dans notre système de maintenance. C'est là-dessus qu'on est le plus rigoureux. Au début, on a instauré le cadenassage, puis comme toute bonne entreprise, ben, ça a l'air beau, ça va se faire tout seul, puis tout le monde va écouter. Mais non, ça n'écoute pas. Puis, il faut répéter, il faut auditer, il faut être sévère là-dessus. Puis, lorsque tu deviens sévère, ça devient... c'est devenu une routine chez nous, le cadenassage. Puis, ça a été tout un défi, par exemple. Puis, on en est fiers. C'était loin d'être une routine au début. Une exigence, oui. Monsieur Beauséjour, est-ce que vous pouvez nous parler de l'intégrité physique du personnel, de l'importance que ça a? Bien, écoutez, on a parlé quand on parle de santé et sécurité, là, je reviens toujours à l'élément planification. Quand on prépare les bons de travail, c'est important, encore une fois, qu'il y ait le maximum d'informations pertinentes. Puis, sans contredit, les éléments de santé et sécurité doivent y être, doivent en faire partie. Avec les équipements de protection personnelle, les consignes d'usage, puis le cadenassage. Fait que, encore une fois, planification, 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 on ne le dira jamais assez. C'est le pivot d'une bonne maintenance, d'une saine gestion de maintenance, c'est de permettre aux planificateurs de contribuer en s'assurant que la documentation, le bon travail sont bien documentés. Merci. Est-ce que l'organisation maintenance peut-elle être efficace et rencontrer ses objectifs de disponibilité opérationnelle au meilleur coût possible sans compétences techniques de son personnel? C'est-tu possible? Moi, je vous dirais que non, c'est absolument pas. Toute organisation se doit de maintenir un niveau de connaissance, puis de compétences, puis d'habilité optimale. Mais ça, évidemment, ça dépend toujours de c'est quoi quel est le niveau de technicalité des équipements que vous avez dans votre entreprise. C'est sûr que si vous avez des automates, l'automatisation complète, mais ça va prendre des critères particuliers en termes de mécaniciens. Mais c'est sûr que la formation, écoutez, la formation, puis c'est pas juste la formation technique, on parle aussi de formation, la gestion. Il y a des compagnies qui ne mettent aucune, quand on parle des meilleures pratiques de maintenance, ça fait partie de tous ces éléments-là. Mais j'aime pas si dire un nombre d'heures. Idéalement, les organisations, la plupart de la littérature va dire qu'on devrait mettre en principe 40 heures de formation technique par homme de métier par année. C'est relatif. Si vous changez d'équipement puis vous avez rentré des robots, bien forcément, vous allez devoir le faire. Mais sans contredit, vous n'arriverez jamais à atteindre un niveau de maintenance efficace si vous faites un compromis là-dessus. Puis c'est sûr que dans le langage financier, là, corporatif, la maintenance est associée à un coût. Et ça, c'est ça. Ce qui pousse souvent les organisations à négliger cet aspect. Toutefois, les organisations devraient envisager cette gestion-là comme une gestion d'évitement. Je vais dire plus facilement en anglais, le cost avoidance. Quand on fixe un budget, on fait de la planification financière au niveau de la maintenance, on devrait être en mesure de regarder tous les antécédents et de comprendre les pannes nous ont coûté combien au niveau des revenus,
au niveau de santé et sécurité, au niveau de tous ces éléments-là. Puis vous allez voir que finalement, on va se sentir moins gêné de mettre mettre de l'argent dans cette enveloppe-là. Fait que le cost avoidance, là, c'est une notion que souvent la finance corporative ne veut pas entendre, mais c'est essentiel au niveau opérationnel. Et M. Perrault, c'est sûr que bon, nos ressources, des fois, comment on peut faire face au retard technique ou à l'inexpérience, des fois, des hommes de métier qui sont en place? Ouais, ça va vite, l'évolution, des fois, surtout au niveau de l'automatisation. Je dirais que, on se répète un peu, là, mais l'optimisation du contenu des bons de travail est très importante, d'expliquer le plus possible sur un bon de travail, de un. La formation, je reviens à ce que M. Beauséjour disait, 40 heures, ça a quand même du bon sens. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand tu regardes l'évolution du marché, comment ça évolue, la machinerie, etc., je pense 40 heures, ça a du bon sens, le chiffre que M. Beauséjour mentionnait. Le transfert de connaissances, parrainage, comme j'expliquais, le coaching avec des experts versus des personnes nouvellement rentrées. La rotation de personnel sur des travaux. Pas tout le temps les mêmes jobs aux mêmes places, aux mêmes personnes. La rotation. Puis si vous n'êtes pas trop sûr, ben, donner l'ouvrage à quelqu'un, ben, c'est d'aller vérifier après, au pire. Si vous ne lui donnez pas la job, il ne pratiquera jamais, puis il va rester juste bon dans ce qui est, puis l'autre dans ce qui est. Puis lorsqu'il y a de l'absentéisme, etc., ça fait très mal à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'il y ait des chasses gardées là, de techniques. Des capsules vidéo, ces choses-là, je n'ai parlé. Et je dirais, une des choses importantes qu'on a fait, on aimerait ça le faire plus, puis si les gens qui écoutent, là, si vous pouvez le faire, c'est de quoi de très, très payant. Ça fait drôle à dire, mais c'est fait des simulations de bris d'équipement. Je m'explique. Nous, on a une production en continu, puis dans les fins de semaine, on se dit, on a des exemples des gros fours à cuisson continue. Lorsqu'on a un arrêt d'un équipement comme le four de 5 minutes, ben, on va briser pour 5 à 10 000 automatiquement. Ça coûte 5 à 10 000 de perte. Donc, ce qu'on fait dans la fin de semaine, on dit on va simuler avec des gars, 3-4 gars de maintenance. On va les faire rentrer, on va simuler des bris, on va coincer une tôle, un œil magique qui ne fonctionne pas. Puis, on demande aux gens de se dépanner. Puis, on se pratique comme ça. On fait des simulations, comme des simulations d'accidents d'avion, mais nous, c'est des simulations de bris d'équipement. Ah, ben c'est bon, ça. On fait ça durant les fins de semaine. Puis je peux vous dire qu'on aimerait ça d'en faire beaucoup plus, puis on va essayer d'en faire plus dans les prochaines années parce qu'on a vu à date ce qu'on a pratiqué. Très important. Juste un exemple, une simulation de panne de courant. Lorsque tu manques de courant, là, 10-15 ans d'une entreprise, là, tu repars les machines, c'est correct. Mais maintenant, il y a plein d'automates. Il y a des automates qui n'ont pas de batterie, il n'y a pas de. Là, ça repart, tu n'as plus tes données, tu es en train de faire couler quelque chose, ça ne coule plus. Ça. Fait qu'on fait des simulations de panne de courant aussi la fin de semaine parce que les pannes de courant avec Hydro-Québec, on en a. Ah, ben j'adore ça, les simulations, c'est bien ça. Fait que c'est vraiment de la prévention hein, à tout niveau. Oui. Et une question encore, monsieur, monsieur Perrault, ce serait la dernière. Comment mesure-t-on l'efficacité et la qualité des inspections effectuées? Là? On en a parlé, mais bon. Oui, bien, tous les bons de travail, tant qu'à moi, sont remis au contrat-bail. Il faut que ce soit validé, je me répète, mais il faut que ce soit validé, la conformité, la qualité des inspections. Puis validé pas juste par la personne des opérations, mais par le directeur de maintenance ou le planificateur, ou appelez-les comme vous voulez. Là, dans notre cas, nous, c'est le planificateur aussi. Bien, ils sont deux. L'un qui planifie, puis l'autre, il valide les jobs. Comme M. Beauséjour disait tout à l'heure, le planificateur, nous autres, c'est 40 heures par semaine. C'est pas 10, 15, 20. C'est 40. Puis, il y en a tout pour son petit change. Fait qu'on ne peut pas négliger ça. Puis, il faut faire des audits aussi. Tu ne peux pas tout vérifier, évidemment, là, mais tu choisis des audits au hasard. Tu vas auditer. Auditer veut dire que tu vas aller valider certains bons travaux qui ont été faits. Tu choisis des personnes au hasard. Fait que ça devient... les gens vont savoir qu'ils vont se faire auditer. Donc, ça devient un challenge. C'est ça. Monsieur Beauséjour, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben moi, je veux juste conclure en disant que, en fait, les meilleures pratiques de maintenance, ce n'est pas différent des meilleures pratiques de gestion. En fait, l'essence est la même. Il faut être en mesure de prévoir quand on parle de budget. Il faut être en mesure de planifier. On parle de planification pour s'assurer que l'exécution se fasse de façon convenable, d'être capable de mesurer puis finalement d'ajuster.
Je reviens tantôt, je parlais de coûts. Il y a des organisations qui ne sont pas actuellement outillées pour être capables de mettre un système de maintenance en place. Il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on parle de M. Perrault, là, la boulangerie Saint-Méthode n'a jamais hésité à être capable d'aller chercher de l'information, de consulter pour être capable de s'améliorer. C'est une organisation incroyable. Ils sont encore constante amélioration. Ça fait partie du gène, mais ils n'ont pas hésité d'aller chercher de l'aide. Ils n'ont pas hésité d'être capable d'aller chercher d'autres visions, d'autres éléments. Puis là, actuellement, ils sont vraiment, je considère, classe mondiale. Je considère qu'ils sont vraiment au-dessus de toute la chaîne. C'est un exemple. C'est une belle organisation. Fait qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter d'investir dans ces éléments-là. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Beauséjour et M. Perrault, pour votre précieux partage d'expertise. On passerait maintenant aux questions. J'ai quelques questions déjà là, qui sont pour vous. J'en avais une pour M. Perrault, entre autres. Quelles sont les formations ou spécialisations de vos gens maintenant chez Boulangerie Cette-Méthode? Au niveau de la formation de base en mécanique pour les mécaniciens de plancher, mais on a des personnes, on a des électrotechniciens, des électromécaniciens. On en a différentes stages. Les électromécaniciens sont capables de jouer un petit peu dans les automates, puis dans le courant, etc. On a des électrotechniciens, des programmeurs, à notre propre compte aussi. Pour le reste, c'est des externes au niveau des on n'a pas de plombier. Il faut que je dise aussi, excusez, on a deux mécaniciens de bâtiment pour toutes les airs climatisés, tous les systèmes de ventilation, etc. On a 2 mécaniciens de bâtiment à plein temps qui couvrent là, les 7 jours. OK. Merci. Et j'ai une autre question, ça peut s'adresser aux deux. Est-ce que l'enquête est démarrée à partir de quel type de bris? Exemple, un arrêt de 5 minutes ou d'une journée? On y va, j'imagine, par importance, là? Oui, je peux répondre aussi. Pour notre part, on y va par importance. Puis je vous dirais qu'on a des réunions hebdomadaires, on regarde des rendements, puis lorsqu'il arrive des événements, les gens le savent, là, en gros, là, les événements qui sont enquêtables ou ils n'ont pas besoin de l'être. Un événement répétitif peut être banal, mais répétitif 7-8 fois dans la semaine, pour notre part, ça prend une enquête. Donc, le 5 minutes que monsieur ou la madame le pose la question, ça peut paraître banal, mais s'il arrive 8-10 fois, il arrive d'autres semaines, puis d'autres semaines, on faut faire l'enquête. Et par contre, on essaie de ne pas enquêter sur tout, parce qu'évidemment, on manque de temps. C'est choisi par le gros bon sens. Oui, je pense que c'est un bon point. Quand on parle de coûts qui sont associés à ça, il y a des fois que 5 minutes engendrent des coûts énormes en termes de productivité ou de produits, de livraison de produits, ces choses-là. Puis la fréquence, je pense que c'est important. C'est vrai qu'un 5 minutes à tous les heures, ça nécessite une intervention, ça c'est sûr. Mais évidemment, les coûts. On parle toujours des coûts à ce niveau-là. Juste pour finir, je reviens sur le 5 minutes, puis je trouve que la question est bonne. Je parlais tantôt le four à cuisson des pains. Nous, 5 minutes, c'est 10 000 $. Alors que si tu arrêtes 5 minutes pour brasser une pâte, tu brises 0 $. Tu fais juste arrêter la ligne. Fait que le 5 minutes, là, il est relatif. Oui, il peut être important à un moment donné, là. Je comprends. J'avais aussi un lien avec tout ça, là, que pour avoir la maintenance préventive, doit-elle commencer par une bonne gestion des coûts de réparation via la comptabilité ou simplement parce qu'on veut suivre le bon état de l'équipement? Ça ne... Donc, peut-être laisser M. Beauséjour répondre d'entrée de jeu. Votre micro, M. Beauséjour. C'est ça. J'aimerais ça que tu répètes la question parce que certains éléments. Elle est longue aussi, il y a certains éléments dedans, là, c'est ça. Ça dit, la maintenance préventive doit-elle commencer par une bonne gestion des coûts de réparation via la comptabilité ou simplement parce que l'on veut suivre le bon état d'un équipement? En fait, suivre le bon état d'un équipement, je pense que c'est quand même important, mais quand on dit définir les coûts, j'essaie de saisir un peu. Moi, je peux peut-être, si je pense comprendre la question, là, je vais dire à ma façon, en espérant bien répondre. Je pense que j'ai catché un peu
nous, on se fait des budgets une fois par année pour Ouais, dans tel coin, ça va nous coûter, par exemple, 15 000 $ pour les équipements dans une telle région de production. Mais après ça, je vais vous dire, là, on ne revient jamais à voir, on revient valider notre budget mensuel, comment ça a coûté. Mais lorsqu'une machine est à entretenir, on ne regarde pas la machine et dire ah, on avait 800 $ à mettre dessus, on va attendre, on va reviser ça plus dans un mois. Honnêtement, là, l'argent n'a plus aucune considération après. C'est vraiment, je ne sais pas si je réponds bien à la question, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est son fonctionnement. Il faut que ça sorte des pains de qualité, etc. Donc, ce qui a été dit en dollars n'a plus d'importance. ouais. Oui, bien, je comprends. Là. Il faut s'assurer, dans le fond, que la production se continue, puis il faut avoir aussi, comme on dit, le bon entretien là, au bon moment, puis la prévention, c'est important aussi. C'est ça, je comprends également. C'est inscrit, je sens d'avoir bien répondu à la question, c'est inscrit à l'écran. C'est bon. Ben moi, je veux juste enchérir. Si les gens n'ont pas, a priori, un budget pour la maintenance, je pense que c'est quand même bon de regarder l'historique, les coûts qui ont été engendrés sur les équipements dans les années antérieures, puis d'être capable de faire une projection, puis de savoir la fréquence aussi. Mais évidemment, dans un premier temps aussi, ce qui doit être inclus, c'est au niveau de souvent on appelle le manuel du fabricant. Bon, ben, il va donner une séquence au niveau de la prévention. Il va donner les niveaux critiques au niveau de l'équipement, quelles pièces qui sont critiques. Déterminer aussi ce qu'on appelle les délais de livraison, ces choses-là. Fait que tout ça, ça doit être un peu combiné pour être capable de faire un budget préliminaire à ce niveau-là. Puis d'être capable, oui, au fil des ans, à reviser. Mais c'est sûr que quand il y a des bris majeurs à ce niveau-là, ben, c'est pas planifié, mais il faut le faire parce que de toute façon, ça donne une conséquence sur la production puis les revenus. Ça devient prioritaire, comme on dit. Oui, définitivement. J'ai une autre question. Étant donné qu'on ne peut pas implanter, dans le fond, différentes mesures en même temps, quels mesures ou indicateurs à mettre en place en premier là, pour avoir des gains rapidement? Je reviens aux indicateurs de maintenance, les premiers à mettre en place. Ben, ce jour, on a bien énuméré, mais moi, si ce serait à recommencer le taux de bris par machine, puis celui qu'on est en train d'instaurer, qu'on fait présentement, qu'on aurait dû faire il y a 10 ans, c'est dans ceux que je ferais en premier. C'est pas facile, là, mais je vous le recommanderais parce qu'on a commencé et on se rend compte, il y a des choses qui étaient cachées. Là. Fait que, là je m'explique, j'avais parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui brise des produits par rapport à tes équipements et en pourcentage. Là. Oui. C'est relatif, ça peut être très long. Mais si vous embarquez dans ça, ça peut devenir très intéressant. Le reste, là, qu'est-ce qui est vraiment important? Bien, le taux c'est relatif à chaque entreprise. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Oui, définitivement. M. Beauséjour, vous auriez. Je n'ai pas de commentaire. Je pense que M. Perrault a extrêmement bien répondu à ce niveau-là. Puis je pense que si on retourne un petit peu dans la présentation, les indices qu'il a indiqués sont les plus, je pense que les plus faciles à mettre en place. Puis encore une fois, c'est pas l'indicateur, c'est trouver le bon indicateur qui convient, oui, mais encore une fois, c'est toutes les activités qui vont être générées en fonction de ça, en fonction des écarts. Vous pouvez avoir un tableau avec 3 indicateurs, mais si vous ne faites rien avec ça, ça ne marche pas. C'est un de trop. Voilà. Merci. J'aurais une dernière question. Quelle place occupe la maintenance dans l'élaboration de votre planification stratégique en termes d'orientation, de vision et quel suivi de ces actions faites-vous? C'est des bonnes questions. Hey, excellente question. Ouais. Excellente question, oui. Pour notre part, maintenant, elle occupe une place très importante, étant donné qu'on s'est beaucoup automatisé dans les 10 dernières années, etc. Si je recule de 10 ans, la place n'était pas assez importante. Donc, si vous pouvez éviter cette erreur-là, on n'avait même pas amené notre directeur de maintenance dans notre planning stratégique. C'est moi qui jouais le rôle, etc. Pourtant, on avait emmené des directeurs dans notre planning stratégique, mais pas celui-là. Donc, c'est une erreur qu'on a fait, mais maintenant, elle occupe une place de plus en plus importante et plus que votre usine est automatisée, performante, plus rapide, plus que ça coûte cher quand tu brises, c'est mieux de l'adapter. En plus, avec tout ce qu'il y a sur le marché de nouveau en automatisation, en robotisation, si vous n'êtes pas à l'affût de ça, si vous ne mettez pas ça dans votre planning stratégique, vous allez passer aux côtés
un énorme point. On a parlé des incontournables, ça en devient un, c'est ça que je comprends. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Définitivement. Monsieur Beauséjour, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bien, M. Perrault donne tous les exemples qui sont pertinents à ce niveau-là. Mais je pense que si vous parlez d'un modèle classe mondiale, ben, je pense que je l'ai mentionné tantôt, la boulangerie Saint-Méthode, ils sont là. Ils sont vraiment là. Ouais. Bien, merci beaucoup. On arrive déjà à 1 heure, donc on se doit de conclure le webinaire. Je vous partage une image où vous allez retrouver, dans le fond, les coordonnées de nos 2 conférenciers d'aujourd'hui.